2 sacs en papier remplis d'essence et un patient psychiatrique gravement dépressif. Ce sont les seuls ingrédients qu'il a fallu pour déclencher une tragédie nationale. Un matin frais à Osaka, des cris désespérés ont retenti. Les flammes et la fumée ont envahi le 4e étage d'un immeuble élancé. Dans le chaos, un homme a surgi à travers la foule d'observateurs inquiets. « S'il vous plaît, mon fils possède la clinique. »« Où est mon fils ?» Les circonstances de l'incendie paraissent suspectes et le public exige vite des réponses. Mais la vérité était bien pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il s'est avéré que c'était un plan soigneusement conçu pour prendre autant de vies que possible. Les signes avant-coureurs existaient depuis des décennies, venant d'un grand-père sympathique tombé dans la solitude et le désespoir. Le Japon est réputé pour son éthique de travail et ses employés dévoués. Mais cela a un coût cruel pour les employés épuisés. Beaucoup souffrent de stress, d'épuisement professionnel et même des décès dus au surmenage ont été signalés. La clinique Nishi Umeda pour l'esprit et le corps était l'une des institutions vers lesquelles les gens cherchaient quand c'est de l'aide. Dirigée par le docteur Nishizawa, la clinique psychiatrique traitait des personnes souffrant de troubles tels que la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil. Parmi ces patients se trouvait un homme nommé Morio Tanimoto. En 2021, il voyait un thérapeute depuis des années en tentant de reconstruire sa vie. Il paraissait sympathique et apprécié du personnel, mais en réalité, il luttait contre des démons intérieurs et des pensées sadiques. Cela pouvait être courant chez les patients de la clinique, mais dans le cas de Morio, sa dégradation mentale a provoqué une soif de vengeance que personne n'aurait pu prévoir. Encore plus surprenant, ses débuts ne ressemblaient pas à l'histoire classique d'un tueur de masse. Morio est issu d'une famille d'ouvriers de l'acier et du métal. Ils avaient une usine à Osaka, et enfant, il rêvait d'en prendre la tête un jour. À 30 ans, il avait passé 10 ans dans l'entreprise, était marié, père de 2 enfants, et pensait hériter de la société. Alors, lorsque son père est décédé, ce fut un choc lorsque l'usine est revenue à son frère à la place. Morio, rejeté et trahi, a nourri une forte rancune. 10 ans plus tard, Morio peinait à trouver du travail. Alors, il est retourné à ce qu'il connaissait le mieux et a trouvé un emploi dans une usine métallurgique. Les propriétaires le décrivaient comme discret et fondamentalement une bonne personne. Mais Morio avait tendance à s'isoler. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait des amis ou des connaissances. Il ne fréquentait pas les autres employés hors travail. Il ne supportait pas non plus la critique et se mettait en colère si les responsables lui signalaient une erreur dans son travail. Et le destin s'apprêtait à lui porter un nouveau coup qui aurait de graves conséquences sur sa santé mentale. Le mariage de Morio se détériorait, mais la famille en était sa seule source d'interaction sociale. Après son divorce et le départ de sa famille, il a sombré dans une spirale dont il ne s'est jamais remis. Après plusieurs années à errer sans but, il a disparu. Après avoir épuisé ses économies, Morio a préféré retrouver sa famille plutôt que chercher un emploi, mais son ex-femme l'a rejeté. « Tu sombres, je ne peux rester. Cet acte a détruit Morio. » L'année suivante, il a perdu au jeu le loyer de la maison héritée de son père, sa seule source de revenus. Puis, un jour, son fils aîné lui a fait la surprise de l'inviter à dîner avec la famille. Mais aucun membre de la famille ne savait ce que Morio prévoyait vraiment. Lorsqu'il est arrivé à la porte, il avait un air étrange et un sac de couteaux de cuisine. Ignorant le danger, la famille a dîné en riant de vieux souvenirs, si bien que Morio n'a pas pu exécuter son plan. Mais au lever du soleil, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Morio. Il a soudainement sorti un couteau de cuisine de son sac et a brutalement visé la tête de son fils. Heureusement, le fils s'est défendu jusqu'à l'arrivée de la police, qui a trouvé les 2 hommes ensanglantés. Les tribunaux ont estimé qu'une réinsertion était possible pour Morio s'il nouait de nouvelles relations. Il n'a donc écopé que de 4 ans de prison en raison de son état mental fragile. S'est-il rendu compte de son erreur, ou avait-il sombré à ce point dans la folie qu'il justifiait ses actes? Quoi qu'il en soit, Morio a entamé l'année 2017 sans aucun progrès sur aucun plan, mais c'est à cette période qu'il a commencé à se rendre à la clinique Nishi Umeda. Au début, Morio s'y est rendu parce qu'il se sentait léthargique et souffrait d'insomnie. Cependant, il est retourné à la clinique plus de 100 fois au cours des années suivantes. La plupart des gens pourraient considérer ces visites comme une étape positive vers la paix intérieure, mais ses seules relations étaient vantées avec les personnes de la clinique.
et avec un contact social aussi limité, il a développé un attachement émotionnel malsain envers eux. Il est même possible qu'il ait dépendu de ces rendez-vous pour préserver sa santé mentale. Après 4 ans de thérapie, Morio était toujours dans la même situation qu'au début de son traitement. Il ne pouvait pas trouver de travail, il était donc aliéné de la société et sa situation financière était devenue intenable. Selon les dossiers, il n'avait plus d'économie ni reçu de salaire régulier depuis son emploi à l'usine de métallurgie. Son état mental fragile s'est encore détérioré avec la pandémie mondiale qui a aggravé son stress, son anxiété et son isolement. Ainsi, sans issue à la pauvreté et à la solitude, ses pensées sont devenues sombres. Plein d'espoir auparavant, il était à présent désespéré et en colère. Il écrivit une note mentionnant clinique psychosomatique et netayashi, terme japonais pour éradication. Morio avait déjà essayé de se suicider et d'entraîner avec lui des proches lors de l'attaque contre son fils 10 ans auparavant. Sa famille étant partie depuis longtemps, il a alors planifié un autre grand final pour sa vie, impliquant cette fois uniquement les patients et le personnel de la clinique Nishi Umeda, son dernier lien émotionnel. Morio a commencé à noter sur son téléphone pendant ses rendez-vous à la clinique. Au début, Morio observait les restaurants, les magasins et les autres commerces situés au-dessus et en dessous du cabinet qui occupait tout le 4e étage. Mais quelques mois plus tard, il en était venu à surveiller la clinique les jeudis et vendredis. Lors de ces séances, il observait attentivement les mouvements du personnel, cherchant surtout à savoir quand le docteur Nishizawa était présent. Morio a analysé les séances les plus populaires et a constaté que le vendredi matin était le moment le plus fréquenté de la clinique. Les séances de consultation ouvertes réunissaient environ 20 personnes. En août, il a aligné ses rendez-vous sur ces séances pour effectuer sa reconnaissance. Mais il n'a pas choisi le vendredi uniquement car ces séances étaient les plus fréquentées. Les patients des séances ouvertes participaient à un programme réaménagé et dont ceux incapables de travailler à cause de troubles mentaux. Morio est devenu obsédé et jaloux en constatant qu'il y avait des personnes dans la même situation que lui, mais qui avaient un travail et une vie à retrouver, alors que lui n'avait rien. Avec cela en tête, il a porté son attention sur l'étude de la disposition du bâtiment, ainsi que sur la conception et le plan d'étage de la clinique. À cette époque, il a même laissé un mot pour se rappeler de mesurer la taille des portes de sortie. Au fil des semaines, Morio a rassemblé des informations et a compris que, bien qu'il s'agisse d'un immeuble de 8 étages, il n'y avait qu'une seule sortie principale à l'avant et aucune issue de secours extérieur. Ainsi, l'ascenseur et la cage d'escalier principale devant la réception étaient ainsi les seuls accès à la clinique Nishi Umeda. Cependant, il y avait des fenêtres à l'arrière du bâtiment, mais elles étaient chastes et partiellement scellées, donc inutiles pour quiconque tenterait de s'échapper en cas d'urgence. En bref, s'il trouvait un moyen de bloquer la zone de réception, le 4e étage deviendrait un piège mortel. Ayant identifié les faiblesses dans la conception du bâtiment, le 21 octobre, Morio a publié des commentaires inquiétants sur les réseaux sociaux. « Je veux qu'on me remarque, au moins à ma mort. Quel est le crime le plus odieux de l'histoire du Japon ?» Cela aurait dû avertir les autorités, informer de son passé violent et de ses conditions de vie difficiles. Cependant, pour une raison quelconque, les signes inquiétants sont passés inaperçus. Ainsi, au lieu d'une intervention, Morio pouvait consulter des ouvrages et articles de psychologie criminelle sur les meurtres, meurtres de masse et incendies criminels au Japon et à l'étranger. C'est peut-être à ce moment-là qu'il est tombé sur l'attaque incendiaire de Kyoto Animation, l'un des pires massacres de la mémoire récente du Japon. Le studio était un acteur majeur de la culture populaire japonaise et l'attaque reste gravée dans la mémoire des fans choqués qui pleurent quand la perte de certains des animateurs les plus talentueux du Japon. La personne qui a commis l'attaque souffrait également de troubles mentaux et a bloqué l'entrée du studio. C'est sûrement quelque chose dont Morio s'est inspiré, car dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à préparer une attaque meurtrière à la clinique. Murillo a décidé de frapper le 17 décembre. On ne sait pas clairement pourquoi il a choisi cette date, mais sans argent ni revenus réguliers, il pensait peut-être qu'il n'avait plus de temps. Donc, quelques semaines avant le jour fatidique, il a acheté 30 litres d'essence dans différentes stations-service. Avec le carburant prêt à l'emploi, il a appris qu'environ 20 personnes devaient assister à la séance de thérapie publique le 17 décembre. Il s'est donc concentré sur le fait de s'assurer que le plus grand nombre possible d'entre eux seraient piégés dans le bâtiment. Lors d'un rendez-vous de routine à la clinique, Morio a saboté l'extincteur en appliquant du mastic sur la porte en verre qui le contenait, ce qui signifiait qu'il ne serait pas facile d'y accéder en cas d'incendie.
Le personnel a noté l'agressivité inhabituelle de Morio, mais sans agent de sécurité, sa manipulation du matériel d'urgence a échappé à leur vigilance. Une autre occasion d'arrêter Morio s'est présentée la veille de l'incendie. Le docteur Nishizawa a dit à sa femme avoir trouvé du ruban adhésif sur une porte de secours en fermant la clinique. Au lieu de signaler l'incident, il a juste retiré le ruban adhésif et n'y a plus pensé. S'il avait regardé les images de la caméra de sécurité, il aurait vu un homme manipuler la sortie de secours. C'était Morios. Et peut-être que cela aurait pu amener la clinique, ou même la police, à découvrir à quel point son patient avait besoin de soins urgents. Cependant, rien de cela n'est arrivé. Morio est simplement rentré avec 2 notes sur son téléphone. Doit vérifier le briquet et apporter un couteau. On peut seulement supposer qu'il voulait un plan de secours dans ce rappel. D'une manière ou d'une autre, il allait obtenir ce qu'il voulait ce jour-là, même s'il devait se battre jusqu'à la mort pour y parvenir. Vers 9h50 le lendemain matin, les pompiers ont reçu des appels concernant un petit incendie qui s'était déclaré chez Morio. À l'intérieur, ils trouvent plusieurs outils et des papiers brûlés contenant des notes manuscrites troublantes. Mais Morio n'est pas chez lui. Il est possible qu'il ait déclenché l'incendie pour distraire les secours ou pour effacer toute trace des souvenirs qu'il appréciait autrefois. Autrement, il aurait pu tester comment allumer l'essence dans une préparation de dernière minute. Alors que les pompiers se demandent qui vit dans la maison, les caméras de sécurité captent un Morio à l'air innocent, faisant du vélo en direction de la clinique. Il arrive à l'heure pour le début de la réunion publique. Avec lui, il y a 2 grands sacs en papier, mais au lieu de transporter des objets innocents du quotidien, ils servent de parfaite couverture pour 2 bidons en plastique remplis d'essence. Vers 10h15, Morio arrive à la clinique avec les 2 sacs. Cependant, avant d'y entrer, il pose les sacs près de l'entrée, hors de la vue du personnel ou des patients. Les sacs fuinent et Morio ne veut pas que l'odeur de carburant éveille les soupçons. Sac au sol, il avance vers la réception, accueilli par un personnel souriant et chaleureux. Il connaît certains depuis plus de 4 ans et Morio montre sa carte de la clinique, feignant d'assister à la séance de groupe. Tous à la clinique le connaissent et lui font confiance, donc quand il sort un briquet, ils ignorent ce qu'il va faire. En l'allumant plusieurs fois, Morio verse soudainement du carburant sur tout le sol de la salle d'attente, bloquant la seule sortie. Avant que quelqu'un puisse lui demander ce qu'il fait, il met le feu au carburant et d'immenses flammes s'élèvent créées jusqu'au plafond en un instant. Avec plus de 20 patients à l'intérieur de la clinique, c'est un scénario cauchemardesque. Il voulait simplement une vie ordinaire, et le personnel traitait les patients comme leur famille. Aucun d'entre eux ne représentait une menace pour Morio. Alors que la panique se répand, il s'assure que personne ne puisse s'échapper. Il jette un 2e sac d'essence dans le feu et monte la garde pour repousser tout éventuel héros. Une dizaine de personnes vont vers la sortie, mais Morio les repousse. Alors que le feu ravage le 4e étage, ils cherchent une autre sortie. Mais ils sont piégés et ne peuvent qu'attendre une fin horrible. Bientôt, la vidéosurveillance montre un homme désespéré tentant de fuir, mais Morio traverse les flammes pour l'en empêcher. C'est la dernière image captée avant que l'incendie s'aggrave et que l'enregistrement cesse. Une armée de véhicules de secours arrive peu après et parvient à maîtriser l'incendie en 30 minutes. Les secouristes entrent enfin dans le bâtiment et trouvent ironiquement Morio, inconscient à la réception. En plus de son permis de conduire et de très peu d'argent liquide, les secouristes trouvent en sa possession 2 bombes de gaz lacrymogène, un couteau et un briquet. Les autres sont retrouvés entassés dans la pièce la plus éloignée de l'incendie par les secouristes. Pour l'instant, la priorité était de sauver des vies, mais chaque corps sans vie retrouvé alimente la crainte que la majorité, voire toutes les personnes à l'intérieur, aient inhalé des fumées toxiques. Pendant que les ambulanciers font tout ce qu'ils peuvent, les pompiers se rendent compte que Morio avait de l'aide. Le bâtiment lui-même a joué le rôle d'un complice involontaire. Il avait 40 ans et avait été construit avant les réglementations modernes contre l'incendie. Cela signifiait qu'il n'y avait ni sprinkler ni système d'extraction de fumée. Il n'était pas fait de matériaux ignifuges et les sorties de secours n'étaient pas clairement signalées selon les normes actuelles. Ces facteurs ont provoqué un incendie violent, remplissant la clinique de monoxyde de carbone et atteignant rapidement des températures extrêmes, finissant par étouffer les personnes piégées à l'intérieur. À cause de Morio et d'une protection incendie insuffisante, 26 personnes sont mortes. Tout le monde au 4e étage est mort, sauf Morio.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique, mais les autorités savaient qu'il avait déclenché l'incendie à cause des objets flagrants retrouvés sur lui. Ils ont révélé l'identité de Morio avant de savoir s'il guérirait de ses lésions cérébrales, car le public voulait connaître la vérité. On peut dire qu'il était difficile de croire qu'un grand-père sympathique de Morio avait choisi de tuer des thérapeutes professionnels ayant aidé de nombreuses personnes en ville. Malheureusement pour les familles des victimes, Morio n'a jamais été jugé. Il est décédé le 30 décembre 2021 à l'hôpital, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, sans jamais reprendre connaissance. L'incendie a relancé les débats sur les attitudes envers la santé mentale au Japon. Certains ont eu de la sympathie pour Morio, rejeté par la société, tandis que d'autres ont exprimé colère et regret qu'il soit mort sans expliquer ses actes. Environ 30 000 inspections d'urgence ont eu lieu dans des bâtiments à travers le Japon après la catastrophe. Mais avec des coûts de rénovation élevés, il n'est pas clair combien d'entre eux ont vu leur sécurité améliorée au fil des années. Regardez cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, merci d'ajouter un j'aime et de commenter pour soutenir la chaîne.